Mesdames, Messieurs, bonjour, je vais essayer de ne pas être trop long. Alors, on nous a commandé tout à l'heure de nous présenter Jean-Jacques Cherchen, je suis pérolien et j'ai passé toute mon activité professionnelle à l'ONERA. ONERA, l'ONERA, certains parmi vous le connaissent certainement, Office national d'études et de recherche aérospatiale. Nous sommes, si vous voulez, un peu l'équivalent du CNES, mais plus spécialement fondé sur tout ce qui touche la recherche aérospatiale. J'ai travaillé sur quelque chose, disons, un peu plus terre à terre, c'est le mode de propulsion des fusées et également des missiles. J'ai travaillé sur différents modes de propulsion et j'ai terminé ma carrière en travaillant sur ce qu'on appelle des statoréacteurs. Mais tout ce qui touche, vous voyez, la chimie et non pas, comme je vais parler, la gravitation. Voilà. Je suis pérolien actuellement, mon épouse est originaire de Montpellier. J'avais promis qu'à notre retraite, nous viendrions dans sa belle région. Je dois dire que je ne le regrette pas. Je connaissais bien sûr déjà Montpellier. Alors, de quoi vais-je parler aujourd'hui? C'est le contrôle local de la gravitation, mythe ou perspective. Alors, le sommaire. Il y a tout d'abord ce que l'on sait de la gravitation, les théories qui ont été validées, ce que l'on ne sait pas de la gravitation, et une promenade, ce qu'on appelle en pataphysique. Enfin, des spéculations aéronautiques autour de bombardiers américains Northrop B2, Grumman, Northrop B2, et une conclusion. Le contrôle local, ce que l'on sait de la gravitation, jusqu'à présent, il a toujours été important de vouloir réduire le poids d'un corps autrement qu'en lui opposant une force d'inertie ou en l'éloignant de la source. Et c'est une idée qui a été généralement jugée utopique par des esprits rationnels. Par ailleurs, ses conséquences sont telles qu'on préfère ne pas y penser, c'est pourquoi cette idée est quelquefois devenue intéressante. Voici ce que l'on sait. En ce qui est de la gravitation est la seule force universelle, on dit plutôt interaction. Je dois vous dire que j'ai réussi à réunir nombre de documents pour faire un exposé qui ne soit pas trop, comment vous dirais-je, important à comprendre, mais qui soit plutôt le reflet d'une certaine réalité. Tous les corps engendrent la gravitation. Tous les corps, ainsi que le champ électromagnétique, et donc la lumière, subissent son influence. Il ne semble pas, à l'heure actuelle, exister d'endroit où elle ne se manifeste pas. Quelques notions élémentaires de physique. L'interaction, il y a tout d'abord 4 forces importantes. L'interaction nucléaire forte, responsable de la cohésion des noyaux atomiques, l'interaction électromagnétique, qui bien sûr met en jeu les phénomènes lumineux, électriques et magnétiques, et qui sait si c'est quelque chose que l'on peut percevoir dans l'étude des ovnis, l'interaction faible, jouant un rôle dans la fusion nucléaire, et enfin la gravitation, qui cause l'attraction réciproque de corps sous l'effet de leur masse. La gravitation est la seule force universelle. On dit souvent que c'est une interaction. Tous les corps, quels qu'ils soient, engendrent de la gravitation. Tous les corps, ainsi que le champ électromagnétique, et donc la lumière, subissent son influence, et, je l'ai déjà dit, ne semble pas exister d'endroit où elle ne se manifeste pas. Elle est toujours attractive, elle n'est pas répulsive. Elle crée par hypothétique, sauf peut-être l'énergie noire, on aura l'occasion d'en parler peut-être un peu plus tard. Elle agit à toute distance, on peut dire bien sûr, on sait, un exemple simple, c'est qu'il y a une attraction entre la Terre et la Lune, par exemple. Mais elle agit bien sûr de manière décroissante. Tous les corps, elle se propage à la vitesse de la lumière, dans le vide comme dans la matière.
elle est négligeable à l'échelle des particules par rapport aux trois autres interactions électromagnétiques faibles et fortes. La gravitation s'identifie localement à l'inertie. La masse grave est égale à la masse inerte. Dans le vide et dans un même champ de gravitation, tous les corps libres se meurent à l'identique. Mais cette équivalence locale, le référentiel, voire l'inertiel équivalent, varie d'un point à un autre. Les théories qui sont généralement validées, je crois qu'on doit lire. Oui, alors, il y a une formule qui est simple, que vous connaissez tous bien sûr, c'est la théorie de Newton, la fameuse pomme, vous vous rappelez. La théorie vraie, c'est la théorie élaborée, qui fut élaborée entre 1665 et 1685 par Newton. C'est la théorie que l'on connaît le plus souvent. C'est une synthèse magistrale entre la gravitation terrestre, qui a été élaborée par Galilée, et le mouvement des planètes, qui lui a été élaboré par Kepler. Les lois de la gravitation universelle, la force qu'il existe entre deux masses, m indice A et m indice B, distance de D, s'exprime par la formule, vous l'avez là, F égale G est une constante universelle, m imprime le produit des deux masses sur la distance au carré, bien connue, largement suffisante pour l'application notamment aérospatiale. La théorie d'Einstein, je l'ai inscrite, si vous voulez, pour valeur, mais ne me demandez pas de l'expliciter parce que c'est vraiment très trapu. Si vous voulez, parmi ce qui a été écrit, on a le tenseur de courbure, vous avez là, G, relié au tenseur d'énergie-impulsion, T, par le système de 10 équations non linéaires. Delta est une constante dite constante cosmologique, G le tenseur métrique et C, on le connaît généralement, c'est la vitesse de la lumière. Ce que l'on ne sait pas de la gravitation, j'ai brossé légèrement ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas. À grande échelle, l'univers donc et les galaxies. La RG, relativité générale, rend compte de l'expansion de l'univers proposée dans les années 20 par messieurs Lemaitre et Friedman, puis observée par Hubble que l'on connaît bien puisque c'est le nom que l'on a donné le plus grand des plus grands radiotélescopes, en 1929. Mais plusieurs scénarios sont possibles, dépendant notamment de la constante inconnue qu'on appelle delta 2, mais qui pour l'instant est inconnue à ce jour. L'expansion semble s'accélérer. On dit toujours que l'univers s'accélère, c'est vrai. Et comme seule explication actuelle, l'existence, alors là c'est assez important, d'une forme d'énergie inconnue qu'on appelle énergie sombre ou énergie noire qui baignerait tout l'univers, pratiquement 70% de sa densité, en jouant un rôle antigravitationnel. Bien des remarques ou bien des conclusions qui sont indiquées là sont pour l'instant très, comment vous dirais-je, supputées, mais il n'y a pas pour l'instant, comme avec moi, l'énergie noire ou l'énergie sombre, on en parle, personne pour l'instant ne l'a pas vérifié. Voilà, c'est des idées. À l'échelle microscopique, le modèle standard décrit l'ensemble des particules connues. Alors, c'est des noms très particuliers, les fermions, source des champs, les bosons, un message, bon. Les gravitons, ça existe, paraît-il, des vecteurs de champ, de gravitation, particules qui sont hypothétiques, mais qui n'ont jamais été découvertes. Les trois interactions électromagnétiques, faibles et fortes, sont fermement unifiées, mais la gravitation résiste. Il est supputé qu'à l'origine de l'univers, ce qu'on appelle le Big Bang,
n'existait qu'une force unique qui se serait ensuite différenciée pour donner les 4 forces actuelles. C'est une théorie, personne bien sûr, on est là pour la donner, mais personne bien sûr ne l'a jamais vérifiée. Aucune des théories nouvelles, alors c'est des grosses théories dont vous êtes en train de préparer, la théorie des cordes, la théorie de la gravitation quantique à boucle, n'a pour l'instant abouti. Il semblerait néanmoins là-dessus, il faut ajouter quelque chose, que lors de certains interviews faits récemment à la télévision, on va se pencher plus spécialement sur l'énergie quantique qui, paraît-il, pourrait plus tard remplacer vraiment très positivement tout ce qui touche les énergies fossiles, voire l'électricité. Mais on n'est vraiment qu'au début, mais il semblerait qu'il y ait, du côté américain et russe, de gros travaux de fait dans ce sens. Je vous donne ce qu'on appelle la promenade. Je ne me rappelle plus ce que j'ai dit. Alors, je vais retenir, si vous voulez, quelques noms, mais dont un, vous l'avez là, dont un est vraiment en tête, c'est Nikola Tesla, d'origine serbe. Nikola Tesla fut vraiment en son temps un inventeur et un homme qui aurait mérité, il ne l'a pas eu, le prix Nobel, c'est Thomas Edison qui l'a eu à sa place. J'avais préparé, parce que je voudrais rien oublier, sur sa vue qui fut très riche. Il est décédé en 1943. Il a été à l'origine de très grandes inventions. Plus de 300 brevets couvrant 125 sujets dans des domaines extrêmement variés. Le transport de l'énergie à distance, les radars, l'armement. Il aurait élaboré une théorie dynamique de la gravité. Il semblerait malheureusement qu'elle n'ait jamais été publiée. Il a été nominé, je venais de vous dire, pour le prix Nobel de physique en 1909, mais le lauréat fut Thomas Edison. Selon une déclaration de 1911, et ceci c'est très important, il aurait inventé un moyen révolutionnaire de réaliser une machine volante pesante, sans aile et sans propulseur, capable de vol stationnaire et de vitesse extrêmement élevée. Ça fait penser à quelque chose. Il certifie en 1931 avoir découvert les ondes longitudinales. C'est encore une grosse chose, c'est ce qu'on appelle maintenant les ondes scalaires, qui ne transmettent ces ondes ne sont transmises qu'avec une vitesse, tenez-vous bien, supérieure à celle de la lumière. La théorie montre qu'on a, c'est une équation et surtout une fraction qui montre au numérateur, on a la vitesse de la lumière qui est divisée par un chiffre plus petit. Bien entendu, ça donne une vitesse plus élevée. Dans ces conditions, il n'est pas surprenant que Nikola Tesla représente la première référence en ce qui est de l'antigravitation. Ça a vraiment été un grand monsieur. Vous avez également les noms, là je voudrais ne pas esquinter leur vie. Michel Faraday, qui a donné son nom, vous savez, a également des unités, qui a commencé assez simplement et qui ensuite est devenu docteur honoris causa en droit civil, qui est devenu ensuite un grand monsieur et un des pères fondateurs de l'électromagnétisme et un chimiste distingué, d'où le nom de Faraday, unité employée. Vous avez ensuite, j'ai cité entre autres, M. Maurice Allais, français, major de l'X et corps des livres, économiste, féru de physique fondamentale. Il s'est, grâce à sa connaissance, il s'est permis de contester la validité de la relativité et s'est opposé frontalement à Einstein, qui l'accuse entre autres d'avoir plagié Poincaré. Il fut lauréat, ce qui est important pour nous,
de la Gravity Research Foundation pour son mémoire « La nouvelle théorie des travaux et expérimentaux sur la gravitation », ceci en 1959. Eugène Podkletnov, russe, né en 1955, monsieur ingénieur chimiste russe, diplômé de l'Université de technologie de l'Institut Mendeleïev à Moscou, en Grande Chine. En 1992, il publie un article passé inaperçu selon lequel, et c'est extrêmement intéressant parce qu'on y travaille actuellement, le poids d'un objet placé au-dessus d'un disque supraconducteur diminue faiblement, alors pas beaucoup, 0,3%, concluant que le disque se comporterait comme un écran gravitationnel. Je voulais à cet égard, vous signaler les travaux qui sont actuellement faits par monsieur docteur Sébastien Guénaud, je me permets d'épeler son nom, G-E-2-N-E-A-U. Il appartient, monsieur Guénaud appartient à l'Institut Fresnel de Marseille et qui dépend de l'Université d'Aix-Marseille. Ce monsieur travaille actuellement, et toute son équipe travaille sur ce qu'on appelle les métamatériaux, et je me permettrai de vous suggérer de regarder sur Internet, sur YouTube, pardon, la conférence qu'il a donnée il y a quelques années à Paris. C'est vraiment extrêmement intéressant. Il a réussi à mettre au point un appareil qui permet de simplifier, pratiquement de supprimer totalement les dégâts causés par un tsunami. Et il se permet, on le voit dessus que la majorité des équations, notamment celles de Descartes concernant la réfraction, sont complètement bouleversées, donnant des indices complètement négatifs, ce qu'on ne sait pas faire, ce qui est contraire à la mathématique, mais il se permet d'avoir mis au point ce qu'on appelle la cape d'invisibilité que vous connaissez d'Harry Potter. Regardez cette conférence dure 1h30, on en voit un peu les paroles, c'est extrêmement intéressant. Je crois que les personnes dont je voulais parler, oui, Podkletnov, je vous l'ai dit, donc là-dessus, je ne me permets pas de rajouter quelque chose. Alors, quels sont les... Alors voilà, vous reconnaissez, c'est le... Là, on va toucher un peu plus aux ovnis, au vol. C'est ce qu'on appelle le Grumman Northrop B2. Alors, selon certaines hypothèses qui ont été faites, notamment par un chercheur américain et auteur également, Paul Laviolette, si je puis me permettre, je vous conseille également l'achat de son livre, il est en anglais, mais c'est extrêmement intéressant sur l'antigravitation. Bien souvent, bien sûr, ce sont des hypothèses, mais on reconnaît qu'il y a quand même à la base des choses réelles. Qu'est-ce qu'il y a de particulier de B2? Vous voyez que les bords d'attaque des ailes sont chargés positivement, alors que dans les réacteurs, c'est un flux négatif. Il utiliserait donc ces effets électriques pour voler en croisière. Il y a eu beaucoup de choses dites sur ce. Il faut savoir également qu'il a coûté très cher aux contribuables américains, mais que là-dessus, les résultats qui sembleraient obtenus maintenant soient un peu en dessous de ce qu'on pouvait le croire. Il utiliserait l'électrogravitation pour se propulser à la même chose comme le font les ovnis. Alors il a un seul ennui, si vous voulez, on dit qu'il ne faut pas le toucher après son vol, parce que autant il doit être chargé neutre, c'est pas le cas, et puis il semblerait, mais c'est encore, qu'il ne puisse pas être utilisé par temps de pluie. Là, c'est beaucoup plus gênant. Voilà. Le porte-notre commande B2. Je voudrais dire là-dessus qu'il existe la gravitation, c'est quelque chose vraiment de
très complexe. Et tout ce que l'on peut dire actuellement relève quelquefois d'hypothèses. Il existe un réel problème fondamental concernant la relation existante entre la gravitation et l'électromagnétisme. On peut dire Albert Einstein a essayé jusqu'à sa mort d'étendre la théorie de la relativité pour essayer de fusionner à la fois électromagnétisme et gravitation, mais on peut le dire sans succès. Beaucoup de théories spéculatives ont été actuellement émises, dimensions supplémentaires, théorie des cordes, théorie, mais aucune d'entre elles, enfin, à la connaissance que nous pouvons en avoir, n'ont permis de pouvoir déboucher. Malgré les efforts acharnés de plusieurs générations de physiciens, la compréhension de la gravitation n'a pas à ce jour fait encore de progrès significatifs. Elle reste un mystère. Et on peut se demander si les voies explorées aujourd'hui sont les bonnes. Bien sûr, la géométrisation de la physique, de plus en plus sophistiquée, a peut-être trouvé ses limites. Aucune théorie physique peut se construire sans un principe fondateur qui apparaît comme naturel lorsque l'édifice est achevé. Il se pourrait bien que ce soit la gravitation qui se trouvera à l'origine d'une nouvelle révolution. Ça n'est pas impossible. Les travaux qui sont effectués à l'heure actuelle sont assez prometteurs dans ce sens. Je vois que je voudrais terminer par une petite note d'humour, si vous me permettez. Je l'ai rencontré à Sir Arthur Conan Doyle, qui l'a fait dire à son héros, vous savez, Sherlock Holmes, « Combien de fois vous ai-je dit qu'après avoir éliminé l'impossible, ce qui reste aussi improbable soit-il, ce doit d'être la vérité. » Je vous remercie de votre attention. C'est un sujet qui mériterait non pas, comme on l'a fait un quart d'heure, mais qui mériterait une conférence plus importante avec vraiment des références extrêmement précises. Je n'ai pas voulu volontairement trop charger parce que ce n'était pas le but, et puis je pense qu'on n'a pas toujours les connaissances mathématiques et physiques pour ce genre de choses. Mais je crois qu'il y a là, de ce côté-là, combien de fois a-t-on vu dans les descriptifs de témoins au sujet des ovnis, des phénomènes ou des actions qui nous ont surprises. On peut ajouter peut-être qu'actuellement, depuis quelques années, on sait détecter des ondes gravitationnelles. Il y a d'immenses antennes, elles sont installées dans les déserts du sud-ouest américain, qui permettent de détecter les ondes gravitationnelles et de les quantifier. Donc c'est un énorme progrès déjà.